Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler des passages ou des séquences comme vous voulez que je considère comme étant les plus choquants, toutes fictions confondues, que ce soit pour cause d'imagerie gore et sanglante, retournement de situation de dingue et autres, on garde tous en tête ces moments complètement fous qui nous ont marqués. Je fais bien sûr référence à des moments cultes comme le mariage pourpre de Game of Thrones, Red Wedding pour les intimes, ou même l'éclipse du manga Berserk. Vous voyez, ces moments de fiction qui vous font comprendre que vous n'êtes pas en train de regarder n'importe quoi, qu'il y a quelque chose en fait. Cela dit, et je tiens à souligner, je ne vais pas seulement vous parler des moments les plus gore et puis c'est tout, non, j'ai sélectionné dans cette liste les moments les plus choquants, mais également les plus intéressants des fictions à mes yeux, qui apportent quelque chose à l'intrigue et au personnage. Parce que si c'est juste pour tuer tout le monde, pour le plaisir de tuer tout le monde, ou faire de la scène choc pour le plaisir de la scène choc, bah voilà, je vous fais une liste de films de torture porn paresseux et on s'arrête là. Donc, pour chaque passage choquant de ma liste, je vous expliquerai ce que ça apporte en termes narratifs. Ma liste n'est donc pas exhaustive, mais par contre elle est éclectique, ce qui veut dire que j'ai choisi des moments choquants de jeux vidéo, d'animés, de mangas, de films, et j'ai même placé une BD franco-belge, donc personne ne sera laissé pour compte, je vous rassure. Et je n'ai pas tout mis non plus, afin de me laisser la marge pour faire une deuxième vidéo sur le même sujet, si celle-là vous plaît. Aussi, avant qu'on ne commence, vous devez comprendre que j'ai choisi des passages d'œuvres connues, mais également moins connues, afin d'au moins tenter d'ouvrir les horizons de certains d'entre vous et de vous faire, pourquoi pas, découvrir de nouvelles choses, qui sait. Alors sans plus attendre, c'est parti pour mon top 10 des moments les plus choquants, toutes fictions confondues. Attention les jeunes! Alors pour commencer, pour notre numéro 10, on va parler d'une œuvre que j'ai déjà traitée dans une vidéo sur cette chaîne, c'est-à-dire Invincible. Pour ceux qui ont déjà vu cette super série, vous devinez sans mal du moment dont je vais vous parler, il s'agit évidemment de la fin du premier épisode où Omni-Man, aka Nolan, ou plutôt Nolan aka Omni-Man plutôt, massacre sans la moindre pitié tous les membres des Gardiens du Globe, qui sont à peu près un équivalent Wish de la Justice League, que l'on voit pourtant se faire exterminer par un personnage qui jusque-là nous paraissait être une espèce de copie de Superman doublé d'un gentil père de famille. C'est une séquence très marquante qui a largement contribué au buzz de la série, extrêmement gore, sanglante, qui sort de nulle part, et qui en plus est superbement animée, il faut le dire. Et surtout, qui nous fait nous poser plein de questions. Pourquoi Omni-Man, pourtant censé être l'être le plus vertueux de la planète, a-t-il pu faire quelque chose d'aussi monstrueux? Est-ce qu'on lui a lavé le cerveau, ou est-ce qu'il serait en fait un être abject avec un projet mystérieux? Clairement, avec le visionnage de cette séquence, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de voir l'épisode suivant. Enfin, cela dit, toutefois, peut-être que certains d'entre vous pourraient me rétorquer que, on s'en fout, non? Enfin, je veux dire, la mode des méchants Superman, comme dans la série The Boys, Irredeemable, ou même le film Brightburn, ça commence à casser les reins à certains. Et on pourrait se demander ce que Invincible apporte de plus finalement, parce que voir un Clark Kent trop dark qui hagarde tout le monde, ça va bien 2 minutes. À cela, je dirais déjà qu'Invincible a beaucoup plus à proposer qu'un simple Superman version méchant qui tape sur tout le monde. Omni-Man étant un personnage vraiment intéressant, d'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur lui si vous voulez entendre mon analyse complète sur ce personnage, mais je dirais aussi et également que cette scène est intéressante aussi parce que l'adaptation télévisuelle de cette scène est bien mieux que dans le comics original, et c'est quand même rare. Parce qu'en général, on entend toujours dire « Oh, c'était mieux dans le manga » ou « Oh, c'est mieux dans les livres ». Justement, dans le cas d'Invincible, c'est mieux dans la série. Car oui, dans la BD, les gardiens reçoivent des appels de détresse qui les amènent à leur base. Cependant, en un clin d'œil, Omni-Man utilise sa super vitesse et les met en pièces en quelques secondes dans l'espace de même pas une planche. Mais l'approche télévisuelle est différente puisque les gardiens se battent sur un pied d'égalité avec Omni-Man et lui opposent une farouche résistance en grande partie grâce à Red Rush, qui est l'équivalent plus ou moins de Flash. Ce qui empêche Nolan de les tuer par surprise. Cela conduit à une énorme baston avec les gardiens qui peuvent ainsi montrer leur pouvoir et leur travail d'équipe. Et même si Nolan finit par triompher, les gardiens font beaucoup de dégâts au Viltrumite, le laissant entre la vie et la mort. Le fait que les gardiens survivent plus longtemps que dans les comics, ça fonctionne beaucoup mieux pour la narration, car ça nous donne des éléments que nous n'avions pas pu voir dans les livres. Par exemple, Cécile de l'agence de défense globale et Damien Darkblood, équivalent un peu Wish de Hellboy, enquêtent sur la scène du crime, soupçonnent Nolan, ce qui explique pourquoi le gouvernement voudrait avoir sa propre équipe de super-héros pour contrôler et agir, comme une contre-mesure à l'encontre des Viltrumites. La récupération de Nolan ajoute également à l'intrigue, car il doit mentir à Cécile et à sa famille sur ce qui s'est passé, j'en passe et des meilleurs. Dans les comics, Nolan, le problème, c'est qu'il est en parfaite santé. Personne du gouvernement n'a pu le lier au massacre, donc ce changement donne aux téléspectateurs plus de tension et de suspense. Je veux dire, est-ce que Cécile va découvrir la vérité sur Nolan? On ne sait pas. Ce choix contribue donc à créer plus de drame intrafamilial lorsque Omni-Man est enfin exposé. Et dans l'ensemble, ce changement apporté à Invincible est une excellente façon de préparer la tragédie à venir, en particulier lorsque Mark découvre de plus en plus ses pouvoirs et se rapproche de son père. Donc voilà pour toutes ces raisons pourquoi je mets le passage du massacre des Gardiens du Globe d'Invincible dans ma liste des moments les plus choquants de la fiction. Hello. What's your favorite scary movie? Passons
à présent au numéro 9 de la liste, un film à petit budget du nom de Circle, sorti en 2015. Le concept de ce film est extrêmement simple. 50 personnes se réveillent dans une pièce sombre, ces individus ne se connaissent pas, viennent de tous horizons et sont disposés en cercle autour d'un sinistre appareil qui tue l'un d'entre eux toutes les 2 minutes de façon apparemment aléatoire. Très vite, ils découvrent qu'ils peuvent influencer la personne que l'appareil tuera dans une sorte de vote à l'unanimité. Ce qui veut dire que le groupe doit voter pour que l'un d'eux meure, et ce, toutes les 2 minutes, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Et bien vite, vous vous en doutez, le débat sur qui mérite le plus d'être sauvé et qu'est-ce qui fait que l'existence d'un individu va être plus précieuse que celle d'un autre individu, sera au centre du film. Avant toute chose, et il faut le souligner, contrairement à beaucoup d'autres œuvres de ma liste, ce film est totalement dénué de gore, de sang et même de tout liquide visqueux. Les personnages sont tués de la manière la plus propre et je dirais même de la manière la plus aseptisée qu'il est possible d'imaginer. Un flash de lumière et bim, c'est la mort. Okay. Bon, alors, vous allez me dire, où se trouve le choc là-dedans? Bon, déjà, la fin est absolument terrifiante, et on va en parler dans pas trop longtemps, et c'est pour cette scène que Circle est dans ma liste. Mais pour que vous puissiez comprendre, il faut quand même que je vous fasse un bref topo de l'intrigue. Alors, en gros, après que le groupe se décide à supprimer les vieux d'abord, ensuite les criminels et les quelques racistes qui se battent en duel dans le groupe, eh bien, ce dit groupe se divise en 2 camps. Alors, premier camp, les pragmatistes, qui estiment que pour que chacun ait une chance de s'en sortir, il faut voter direct sans même débattre, pour la petite fille et la femme enceinte du groupe, car il est évident que personne n'osera voter pour elle. Et en réalité, ce sont elles qui vont gagner de toutes les manières. Parce que, quoi qu'on en dise, l'humain a pour instinct de sauver les femmes et les enfants. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Donc, tout le reste du groupe est fatalement condamné à crever. En fait, voter est inutile, parce qu'une certaine manière, on sait très bien que ce sont elles qui vont survivre à la fin. Et donc, à l'opposé de ce camp des pragmatistes, il y a le deuxième camp, que l'on va appeler paresseusement les gentils, qui veulent protéger la petite fille et la femme enceinte, et faire en sorte qu'elles survivent jusqu'au bout. Le problème, c'est que dans le camp des gentils, entre guillemets, il se trouve un charmant jeune homme, au grand cœur, en tout cas ce qui paraît, prénommé Eric. Alors Eric est le premier à vouloir protéger la jeune femme enceinte et la petite fille, c'est lui qui découvre le plan secret très pragmatique qui veulent en fait les tuer, c'est lui qui rassemble tout le reste du groupe afin de protéger les 2 innocents. Et étant donné que Eric est rapidement vu comme un ange de bonté protecteur des faibles, personne ne vote pour lui, et il survit jusqu'à la phase finale avec la femme enceinte et la petite fille. Et alors qu'on pense que c'est gagné, Eric, qui est en réalité un gros salopard de manipulateur, manipule justement la petite fille pour qu'elle se tue afin que le bébé de la femme puisse survivre, alors que lui-même vote pour la femme enceinte à la dernière seconde, ce qui fait que toutes les 2 meurent afin que Eric puisse survivre. Et donc Eric les tue toutes les 2 sans le moindre état d'âme. À cet instant, lui, c'est-à-dire Eric, et le fœtus à naître de la femme morte, sont les seuls survivants restants. Eric, qui n'a décidément aucune race, vote encore une fois pour le bébé, le tue et est renvoyé sur Terre. Donc ouais, en effet, c'est une fin choquante, ça c'est une évidence, mais en réalité, c'est même pas ça le plus choquant. Parce qu'à la toute fin du film, on se rend compte que ce sont bien et bien des aliens qui forcent toute l'humanité à faire ce jeu. Ce qui, logiquement, veut dire que c'est un processus de réduction de la population par les aliens. Donc, alors, si on va au bout de la logique, ça voudrait dire que des extraterrestres observant la Terre ont déterminé que l'humanité était gravement en surpopulation. Et que la seule manière d'éviter un désastre, c'est de se la jouer Thanos et d'éliminer 98% de la population humaine. Il décide que la meilleure façon de procéder est de laisser les humains décider quels 2% méritent de survivre, et donc forcément, on se retrouve avec ce film-là. Et donc, dans le processus de pensée extraterrestre, réunir 50 personnes dans une pièce et les laisser voter sur qui doit mourir et qui doit survivre semble être la façon la plus simple de procéder, puisque ce processus impliquerait plus de 100 millions de circles différents. Pour réduire la population mondiale de 98%, les extraterrestres ont logiquement complètement automatisé ce processus, ce qui expliquerait pourquoi nous ne voyons ni n'entendons jamais les extraterrestres au cours du film, et ont configuré leur vaisseau afin qu'ils ramassent des humains, les soumettent au processus et renvoient les survivants, confiant dans le fait qu'il s'agit de la seule personne sur 50 que leurs congénères ont sélectionné comme étant le meilleur spécimen d'humanité dans ce groupe. Et parce que leur mentalité ne comprend pas la manipulation sociale, il ne leur vient jamais à l'esprit que les survivants du processus seraient en fait les individus les plus psychopathes et les plus dénués d'empathie qui soient. Exactement comme Eric. Car clairement, parmi les nombreuses choses que le film nous montre, c'est que dans notre société moderne, basée sur le dialogue et le vote démocratique, c'est systématiquement le pire salopard beau-parleur qui réussit à s'en sortir. Et c'est pour cela que la fin de Circle trône à la 9e place de ma liste. Au numéro 8 maintenant, et on va encore parler d'une œuvre dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, nommément Spec Ops The Line. Alors ça ne devrait pas être une trop grosse surprise non plus, car bien souvent, dans le top des moments les plus horribles, tous jeux vidéo confondus, Spec Ops The Line a toujours sa place.
Et pour cause. Dans ce jeu, on incarne un soldat américain, j'ai nommé Walker, envoyé en Arabie Saoudite pour récupérer des informations sur le 33e bataillon d'infanterie de l'armée des USA, qui est porté disparu au beau milieu d'une gigantesque tempête de sable. Le problème, c'est que notre bon soldat Walker, qui nous est d'abord présenté comme l'archétype du héros américain bourru mais au grand cœur, qui bute des vilains barbus pour la liberté de boire du coca et de manger des hamburgers, tel qu'on peut le voir dans des films comme True Lies ou Commando avec Schwarzy, se transforme rapidement en un criminel de guerre complètement dingue, assoiffé de sang, tuant hommes, femmes, enfants sans distinction et n'ayant plus aucune limite. Et justement, cette transformation s'opère, ou commence à s'opérer, dans la scène qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire l'infameuse scène du phosphore blanc. Le truc choquant dans cette scène, ce n'est pas forcément que le joueur balance du phosphore blanc sur des soldats américains, ou même que près d'une centaine de civils se fait carboniser dans le même temps par la faute de Walker. Non, le truc qui nous brusque, c'est que jusque-là, Spec Ops The Line, c'était qu'un jeu de shoot à la troisième personne de plus, où on bute des centaines de mobs sans visage, et où on ne se pose pas vraiment de questions morales, jusqu'à ce que le jeu décide, sans crier gare, de retourner la caméra sur nous, comme dans Profession Reporter, un film d'Antonioni, et nous demande, à nous le joueur, des comptes. Au-delà de ça, la scène est proprement épouvantable, et nous fait comprendre que ouais, tu peux aller dans un désert à je ne sais combien de kilomètres de chez toi pour aller dézinguer du gros barbu ou que sais-je encore, y a pas de souci. Mais n'essaie pas, après ça, de te faire passer pour le héros après coup. Non, parce que après cette histoire de phosphore blanc, Walker n'est plus un héros, et d'ailleurs le joueur non plus. Et on embraye directement avec le manga légendaire Vagabond, du pas moins légendaire mangaka Takehiko Inoue, dont je vous avais déjà parlé, rappelez-vous, lors de ma vidéo sur Slam Dunk. Je vous avais ainsi promis que je vous reparlerai de Vagabond un jour, et voilà, il semblerait que ce jour soit arrivé. Donc voilà, sans surprise, Vagabond est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, et nous narre l'histoire du samouraï Miyamoto Musashi, dont le but est de devenir le plus grand sabreur que le Japon ait jamais connu, tout en se posant des questions existentielles sur la voie du sabre, entre guillemets, en tant que philosophie de vie. La scène dont j'ai envie de vous parler justement, elle est très simple dans le concept. Musashi vient de tuer les frères Yoshioka, c'est-à-dire Seijuro et Tenshishiro, respectivement, dans 2 duels parfaitement honorables. Cependant, les élèves de l'école de sabre Yoshioka décident quand même de se venger, et attendent à plus de 70 que Musashi sorte de la ville afin de le tuer, et donc, par là même, de venger leur maître. Musashi les voit de très loin, devine leur but, et décide quand même de se jeter dans la gueule du loup, sans raison apparente. Il y va dans un combat complètement dingue à 1 versus 70, et Musashi les extermine tous en l'espace d'une bonne heure bien tassée. Le combat est magistralement dessiné, merci Inoue, j'ai envie de dire c'est normal, et gore à souhait. Donc voilà, c'est tout. Alors, certains d'entre vous me diront que les combats sanglants, où le héros effectivement déboîte des dizaines d'adversaires en même temps, ça n'a rien de bien extraordinaire, surtout dans les mangas. Et peut-être même que les plus sagaces d'entre vous me donneront l'exemple du manga Berserk. Durant l'âge d'or, la fameuse scène, la fameuse séquence où Guts tue à lui tout seul une centaine d'hommes, dans des circonstances qui, vues de loin, peuvent être comparables à celles de la scène de Vagabond dont je viens de vous parler. Et justement, je trouve que de comparer ces deux moments, c'est-à-dire celui dans Berserk et celui dans Vagabond, c'est parfait, pour montrer à quel point la scène de Vagabond est incroyable, mais également terrifiante. Alors, dans Berserk, la séquence dont je viens de vous parler où Guts déboîte une centaine de soldats, faut le dire, Guts se fait prendre par surprise par les soldats, il n'a pas beaucoup de choix que de riposter et de combattre, et en plus de ça, il le fait pour protéger la vie de Casca. Alors que, dans Vagabond, c'est Musashi lui-même qui se jette dans la bataille, alors qu'il aurait pu largement esquiver tous les Yoshioka. Il n'a aucune raison de les tuer, d'autant qu'il a battu les frères Yoshioka dans des duels honorables, permettez-moi de vous le rappeler. Mais Musashi y va quand même, sans même comprendre lui-même pourquoi il y va. Et surtout, la plus grande différence entre ces deux passages, c'est-à-dire Berserk et Vagabond, c'est que les soldats que Guts affronte ne sont pas humanisés le moins du monde. Dans Berserk, les soldats de Adon sont des sombres soudards, des mercenaires sans âme, donc à la solde du misérable Adon, et quand ils se font dessouder par pack de 10 par Guts, un instant on va se mettre à les prendre en pitié. Tout le contraire de cette même scène dans Vagabond, où chacun des samouraïs que Musashi massacre est humanisé. On voit que ce sont des gens simples, pour la plupart bons et vertueux, extrêmement attachés à leur maître Yoshioka et qui veulent simplement les venger. Certains même se rendent compte avec horreur qu'en partant de chez eux ce matin pour tendre cette fameuse embuscade à Musashi, aucun d'entre eux ne se doutait qu'il n'allait probablement pas revenir. Il y a un moment d'ailleurs qui m'a particulièrement marqué, d'un jeune samouraï qui s'était laissé un peu de brioche sur la table de chez lui juste avant de partir pour aller tuer Musashi, pensant qu'il allait pouvoir la terminer à son retour, cette brioche, sans savoir qu'il allait se faire en fait faucher par le sabre ensanglanté de Musashi. Et justement,
l'ironie dans cette scène, c'est que le seul personnage qui n'est pas humanisé dans cette séquence, c'est Musashi lui-même, qui en est réduit à être une machine à tuer, qui tue, sans aucune raison. Musashi, contrairement à Guts, n'a personne à protéger. Il aurait pu s'enfuir à de multiples reprises, pourtant il choisit de ne pas le faire, et ce, délibérément. Voilà pourquoi cette scène, a priori anodine, m'a marqué. Numéro 6 maintenant. Bon, cela va peut-être en étonner plus d'un, mais on va maintenant parler d'un dessin animé. Très connu chez les anglo-saxons pour son ambiance macabre et sa violence qui semble sortir de nulle part, j'ai nommé Watership Down, ou La Folle Escapade en version française. Alors en principe, vous devriez être en train de voir des extraits du film d'animation là tout de suite là, et certains d'entre vous doivent se demander qu'est-ce qu'il y a de si choquant en fait, il y a que des petits lapins mignons dans ce dessin animé, c'est quoi le délire? Eh bien, que nenni, mes bons amis. Ah, que nenni! Ce film est tristement célèbre dans la culture internet pour une raison simple, il s'agit de l'une des œuvres de fiction pour enfants les plus sombres et les plus gore jamais animées. Ce film d'animation nous raconte l'histoire de Noisette, notre protagoniste lapin, qui a un petit frère, également lapin évidemment, qui a récemment eu des espèces de cauchemars, des visions horribles de la destruction totale de leur terrier, de leur garenne, par les humains. Cela dit, pas grand monde ne les croit. Wallah, tu mens, frère. Et Noisette n'a pas d'autre choix que de convaincre quelques amis à lui de se joindre à lui et à son frère et de se tirer, de quitter le terrier pour s'échapper et de trouver une nouvelle patrie, une nouvelle garenne. Voilà. Bon, je ne vais pas perdre mon temps en conjecture, ce film est excellent. Ça c'est une évidence, et le facteur choc repose principalement sur la capacité du film d'animation à nous faire comprendre à quel point le monde est terrifiant quand tu te balances au bout de la chaîne alimentaire, comme les lapins justement. C'est très simple, tout le monde veut tuer Noisette et ses potes, et bien souvent, c'est ce qui se passe. On parle des intempéries, des prédateurs, sans même parler des humains. Être un lapin, c'est clairement de la merde, et le film s'évertue à te le faire comprendre de la manière la plus gore possible. À cela, il faut ajouter le lore du monde des lapins qui est superbement distillé tout au long du film. On apprend par exemple que les lapins divinisent le soleil, ils ont aussi une entité qu'ils appellent le lapin de la mort, et qui est plus ou moins leur équivalent de la grande faucheuse, sans oublier Elarira, le lapin de la légende qui, d'après leur mythologie, serait la raison pour laquelle tout le monde veut les buter en fait, les lapins, car Elarira avait fait preuve d'arrogance. Et donc Hélios, donc le soleil, a décidé de faire des lapins des grosses victimes. Résultat, tous les animaux de la forêt, à part les lapins, veulent bouffer les lapins. Bon. Bref, c'est vraiment bien écrit, et l'univers des lapins de Watership Down est vraiment passionnant. Et en plus de tout cela, j'ai également apprécié la déconstruction de l'intrigue, entre guillemets, terre promise, que l'on voit souvent dans ces films du genre, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, ou même Dinosaure de Disney, ou même Fievel, avec les espèces de rats là. Où le but est en général d'atteindre une espèce de terre promise en fait. Dans Watership Down, Noisette et ses potes, au lieu d'atteindre la terre promise à la fin du film, ils l'atteignent à la moitié du film. Et c'est là où, effectivement, ça commence à devenir intéressant. Parce que après quelques jours de bonheur dans cette nouvelle garenne, dans cette nouvelle plaine, ils se rendent compte qu'ils sont toujours dans la merde. Parce que ces imbéciles de lapins n'ont amené aucune lapine avec eux, ces idiots. Hey, where the bitches at? It's supposed to be titties. Where the fucking titties and the bitches? Et ils passent le reste du film à aller chercher des halal. Ce qui est plutôt original, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Bon, maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, mais elle est où la scène choquante du film? Le problème, c'est que c'est difficile à dire parce que tout le film est ultra choquant. Ça, c'est une évidence. Voilà. Je dirais quand même qu'il y a deux scènes qui se détachent. La première, c'est le récit que fait un survivant du massacre de la Garenne du début du film. Je sais pas grand-chose à dire, sauf que peut-être, si vous voyez cette séquence alors que vous avez moins de 10 ans, voilà. On pourra directement vous enlever le lit de votre chambre parce que vous allez pas dormir. La deuxième scène qui est vraiment marquante, c'est à la fin du film. Lorsque le général Le Borgne, doublé attention en VF par Christian Pelissier, c'est-à-dire la voix de Haddock, Capitaine Haddock de Tintin, et des Argoniens dans les Elder Scrolls, donc sonne la charge sur le terrier de Noisette. Je vous spoil direct, voilà, comme ça au moins ce sera fait. Le Borgne ne plaisante R. Et il massacre quasiment tout le monde. Dans un fleuve de sang lapin, c'est du grand n'importe quoi, mention spéciale à son duel à mort avec Big Wig. Ça m'a fait penser d'ailleurs au combat entre Lawler et Rory McDonald, je veux dire, les mecs voulaient clairement en découdre. Et pour rester sur Le Borgne, ce que j'ai apprécié dans le traitement de ce personnage, c'est que, ok, c'est un enfoiré de tyran sans cœur et sans pitié, mais il ne manque pas de courage, et ça j'ai apprécié. Car quand Noisette attire un gros clébard sur le terrier pour repousser les envahisseurs, Le Borgne n'hésite pas un seul instant à aller sauter à la gorge du Kleps. Le mec, c'est littéralement la version lapin de Makelele. Clébard ou pas, il s'en bat les couilles. Et ça nous change des méchants comme Freezer, qui se mettent à se pisser dessus dès que ça tombe de chocolat pour eux. Je n'ai rien contre les gros méchants, pas beaux, sans qualité rédemptrice, mais au moins n'en faites pas des lâches. Run, bitch! Run! Alors, on commence
commence notre top 5 avec l'infameux Red Wedding, donc les noces pourpres en VF, que tout le monde connaît, hein, sur lequel je vais pas trop m'apesantir, car d'autres l'ont fait bien mieux que moi. Vous avez sûrement déjà vu cette séquence, hein, dans la saison 3, à la fin, où quasiment toute la famille Stark se fait massacrer par les traîtres frais, alors qu'ils sont au milieu d'une noce, vous connaissez les bails. Ce qui m'a marqué dans cette séquence, c'est qu'elle m'a fait définitivement comprendre la direction que voulait prendre George Martin avec son histoire. L'auteur, et mon accent vous emmerde, hein, voilà. George Martin, je suis francophone, je dis George Martin, voilà. C'est comme ça, bref. Cette direction que George Martin prend m'a tellement plu que ce sont les noces pourpres, finalement, qui m'ont poussé à entamer la lecture des livres. Voilà. En gros, pour vous la faire courte, Robb Stark, s'il s'était trouvé dans une histoire écrite par n'importe qui d'autre, si ce n'est George Martin, n'aurait jamais été tué. Ni lui, ni sa famille, pour la simple et bonne raison qu'ils sont les héros, entre guillemets. Robb est gentil, rompt sa promesse à Lord Frey de mariage arrangé avec l'une de ses filles afin de pouvoir épouser la femme qu'il aime. Il tue Lord Karstark, un général de sa propre armée, parce qu'il a tué des enfants Lannister prisonniers, j'en passais des meilleurs, bref. Robb Stark, en un mot comme en mille, est le héros vertueux par excellence. Et comme la plupart des héros vertueux dans les fictions, Robb Stark est immensément con. Comme dit précédemment, Robb rompt les termes de son alliance avec Walder Frey pour des raisons émotionnelles au lieu de penser au bien commun. Ces termes stipulaient qu'il devait épouser une des filles Frey après la guerre. Cela met en colère évidemment Walder Frey qui envisage d'ores et déjà une alliance avec les Lannister. De plus, Robb fait de Roose Bolton l'un de ses conseillers les plus proches, plaçant Bolton dans une position de pouvoir qu'il pourrait facilement utiliser contre Robb. Et quand Robb commence à s'éloigner de lui et à ignorer ses conseils, Bolton utilise son pouvoir pour prendre l'avantage sur lui. Robb, l'idiot, est proprement incapable de sonder les profondeurs de la traîtrise de Bolton, mais dans le monde de Game of Thrones, la naïveté entraîne souvent la mort. Robb a choisi de laisser un serpent entrer parmi les loups et il l'a payé au prix fort. À cela, il faut ajouter le fait que Robb ait bêtement surestimé la loyauté de Theon Greyjoy, sans parler du fait que Robb ait fait le choix insensé d'exécuter Lord Karstark, comme je l'ai déjà dit, qui a toujours été l'allié le plus précieux de Robb, et ce dernier ne pouvait pas se permettre de le perdre. Néanmoins, Robb le tue et a été fatalement déserté par les hommes de Karstark juste après, ce qui est l'équivalent de 50% de ses forces vives. Quelle bêtise, mes aïeux! Le manque de finesse et de prévoyance de Robb lui a coûté une bonne partie de son armée et a entraîné des conséquences qu'il n'était pas en mesure de supporter. Mais le truc, c'est que dans tout autre univers que celui de Game of Thrones, Robb n'aurait pas été puni de sa connerie congénitale et l'aurait emporté, grâce à la force de l'amitié ou par ce qu'on appelle communément le plot armor. Mais dans Game of Thrones, par contre, la connerie se paie cash, et ce fut extrêmement agréable pour moi de voir ce crétin impénitent de Robb Stark et toute sa famille de couillons se faire liquider par Walder Frey, a.k.a. Rusar. Merci, frérot. Pas le temps de niaiser. Continuons avec le numéro 4 en partant du côté de la Corée, attention. On va parler d'un dessin animé sud-coréen nommé Leafy, A Hand into the Wild, ou Lily à la découverte du monde sauvage en VF, bref, sorti en 2011. Alors ce film d'animation nous raconte l'histoire de Leafy, une malheureuse poule de ferme qui aimerait devenir maman mais qui n'arrive pas à incuber son propre œuf. Elle parvient à s'échapper de la ferme où elle a passé toute sa vie et donc se rend dans la nature. Après une série d'événements, elle tombe sur un œuf de canard dont la mère a été violemment tuée par une féroce belette. Alors qu'elle ne s'était jamais assise sur l'un de ses œufs à la ferme, elle le fait avec empressement, sans que le père de l'œuf, donc un espèce de canard, bref, je vais en parler tout de suite, ne proteste étonnamment. Elle promet au père canard que Leafy appelle Wanderer, mais qu'on appellera Kanarsuke Uchiwa parce que, regardez-moi cette dégaine seigneur, d'emmener le canton dans les temps lorsqu'il éclora. Après l'éclosion du canton, Leafy entreprend de devenir sa mère, et l'histoire commence véritablement. Le truc avec ce film, c'est que justement, on me l'avait conseillé en me disant qu'il allait me choquer. Voilà. Donc je regarde le film, je passe un très bon moment, parce que le film est super, malgré la dégaine improbable du canard du clan Uchiwa qui m'a rendu complètement fou, et le film se termine tout gentiment alors que Leafy dit au revoir à son fils canard adoptif qui rejoint une tribu de canards pour s'envoler loin de l'hiver mordant qui glace les temps. Une fin très émouvante, j'ai lâché ma petite larmichette syndicale, c'est trop lion de voir la maman poule, fière de voir son canard de fils s'intégrer, s'envoler avec les siens, mais voilà. Mais j'ai manqué le côté choquant ou quoi? Ça se passe comment? Alors ok, il y a eu un moment, vers la fin du film un peu hardcore, où on voit la gentille poule, Leafy, être à deux doigts de massacrer les bébés belettes, donc de la belette, responsable de la mort de Kansuke Uchiwa et sa meuf, mais bon, on se dit que la belette le mérite quand même. Donc je finis le film sans vraiment comprendre la réputation sulfureuse de ce film, justement, jusqu'à ce qu'on me dise que j'ai en réalité regardé la version américaine censurée, et que pour voir la vraie fin, la vraie fin, il faut aller se dégoter la version coréenne, hardcore XXL non censurée, la version plus 18. Alors donc je me dis, qu'est-ce que c'est que cette version plus 18? Bon, je vais me la procurer, je me la débrouille, bon voilà. Et ouais, d'accord. ok, d'accord, ok. Alors la vraie fin, attention, consiste à ce que Leafy
la mignonne petite poule kawaii, après avoir dit au revoir à son canard de fils, aille donner son corps à la belette afin qu'elle puisse l'égorger et donner son corps donc, mort, à bouffer à ses bébés belettes. Donc ouais, finalement, la version censurée n'est pas si mal. Voilà, limite, je la préférais. Bon, je déconne, hein. La vraie fin est encore plus émouvante, en fait. Parce que c'est déchirant de voir Leafy mentir à son fils de canard, ou à son canard de fils, en lui disant qu'elle attendra son retour pour ensuite la voir se sacrifier au profit de la belette, afin qu'une mère n'ait pas à voir ses enfants mourir. C'est vraiment excellent, parce que la belette, qui est montrée jusque-là dans le film comme un monstre sanguinaire depuis donc, le début du film, est finalement présentée comme n'étant pas bien différente de Leafy, toutes les deux des mères essayant tant bien que mal de protéger leur enfant. C'est beau. Mais c'est aussi très dur. Voilà, c'est aussi très dur. J'aurais aimé m'arrêter avec la version censurée, finalement. Bref. Alors, on tape maintenant dans le top 3, et ça ne rigole vraiment plus, parce que notre numéro 3 ne se trouve être nul autre que le manga Gantz, une espèce de fusion dingue entre Doom et Warhammer 40 000. Donc on y voit les aventures de Kurono Kei, donc une espèce de lycéen antipathique qui se retrouve plongé dans une chasse à l'alien au beau milieu de Tokyo. Derrière cette intrigue à l'aspect un peu bébête, se cache un manga ultra sombre, qui traite de l'horreur résidentielle, de l'horreur cosmique et du nihilisme, en faisant prendre conscience aux personnages donc du manga, de l'indifférence de l'univers quant à eux, et de l'inconséquence de l'existence de la race humaine par rapport à tout le reste. Cette présentation de l'angoisse existentielle présente en chacun de nous est clairement la plus grande force de Gantz, et ces thèmes n'ont jamais été aussi bien mis en scène que lors du dernier acte, l'arc catastrophe. C'est un arc spécial à bien des égards, et notamment parce que pour la première fois, ce n'est pas les humains qui chassent les aliens, mais c'est bien les aliens qui chassent les humains. L'humanité est à moitié exterminée en un clin d'œil, les aliens sont bien plus en avance technologiquement que les humains, et le reste des hommes servent de nourriture pour leurs animaux, les animaux des aliens, ou même servent d'animaux de compagnie eux-mêmes. Voilà, donc ça fait un peu chier. Tout est présenté de la manière la plus dérangeante et glauque possible, et il est difficile de lire cet arc d'une traite sans avoir la nausée, en tout cas selon moi. Ajoutez à cela la scène dont on va parler aujourd'hui, donc la scène choquante, hein, voilà, où une espèce de divinité alien ressuscite les différentes femmes que Kurono, donc le protagoniste, a aimées au cours du manga, pour les faire exploser immédiatement après, ne laissant qu'un amas de chair et d'os sanguinolents derrière eux, rien que pour montrer à Kurono que l'humain n'est en réalité qu'une machine qui n'a aucune importance cosmique, dont les émotions ne sont en fait que des impulsions électriques et réactions chimiques, dont le but est la survie. C'est tout. Donc voilà, c'est très très lourd, c'est extrêmement pénible à regarder, et ça fait partie des trucs les plus choquants que j'ai jamais vus, voilà. Et d'ailleurs, en parlant du truc le plus choquant que j'ai jamais vu, vous l'attendiez tous, le voilà, Number 2, l'éclipse de Berserk. Bien évidemment. Que dire, vraiment, tout a déjà été dit sur ce moment complètement fou. Amour, vie, mort, amitié, trahison, toutes les émotions humaines sont présentes dans cette séquence, et tous les curseurs sont mis au max. Voilà, soit dit en passant. L'éclipse de Berserk est un chef-d'œuvre de traumatisme, et parmi les survivants, mais il n'y a pas que Casca et Guts, mais il y a aussi nous, les lecteurs. Rarement on a vu des enjeux aussi énormes se jouer dans une fiction. Donc j'en parlerai pas longuement parce que j'ai rien à dire sur l'éclipse qui n'a pas déjà encore été dit. Et d'ailleurs, j'en ai parlé moi-même lors de ma vidéo, ma propre vidéo sur Griffiths. Ce que je trouve intéressant en fait, c'est que, et là je parle seulement pour les lecteurs du manga, en fait on savait déjà que l'éclipse allait arriver d'une certaine manière. Parce que, et encore une fois, ça ne marche que pour les lecteurs du manga, parce que dans l'animé, on voit pas ça. Dans le manga, je crois que les 3 premiers tomes, on voit le futur, en fait. On voit l'espèce d'après-éclipse où Guts, à moitié dingue, poursuit les différents apôtres. Et on voit donc débarquer Femto, et on voit Guts l'appeler Griffiths. Donc voilà, quand on commence l'âge d'or, on sait plus ou moins comment ça va se terminer. On sait que Griffiths finira par rejoindre, bon gré mal gré, les God End. Mais malgré ça, le voir le faire, c'est autre chose. Et donc, j'ai envie de dire, ça prouve un peu que le spoiler, c'est un peu surfait. J'ai toujours pensé que le concept du spoiler n'a aucun sens, franchement, parce que à partir du moment où une œuvre est bien écrite, peu importe si on sait d'avance comment ça va se finir, ça te choque de toutes les façons. Vous pourrez préparer un mec à l'éclipse autant que vous voulez, ça l'empêchera pas de chialer quand il la lira. Mention spéciale d'ailleurs à l'arc des enfants perdus, qui est bien hardcore également. Et enfin, on arrive au number 1, et c'est là où vous me demandez... Mais qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus de l'éclipse de Berserk en termes de trauma ouais. Eh bien écoutez, il me semble que je vous avais dit en tout début de vidéo que j'allais placer une BD franco-belge dans ma liste. Et voilà, laissez-moi vous parler de Peter Pan, BD de Régis Loisel, qui se veut être un préquel du roman de J.M. Barrie, histoire de voir comment Peter a découvert le pays imaginaire et tout ça. Sauf que je préfère vous prévenir, là on n'est plus chez Disney. Et c'est clairement l'une des œuvres à l'imagerie la plus choquante que j'ai jamais vue. En gros, c'est une espèce de relecture adulte et ultra dark du monde de Peter Pan. Et ça commence dès le début, lorsqu'il nous est révélé que la mère de Peter est une alcoolique patentée.
doublé d'une fille de joie, voilà, une prostituée qui bat son enfant et le maltraite dès qu'elle le peut. Alors forcément, on imagine bien que le jeune Peter a une vision compliquée de la figure maternelle, on va dire. Et si je vous parle de la mère de Peter, c'est qu'elle est un acteur majeur de la scène la plus choquante, toute fiction confondue à mes yeux, donc qui se passe dans le tome 2 de cette BD, dans un endroit que l'on nomme l'Opicanoba. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Opicanoba ? Alors, l'Opicanoba, en deux mots, c'est une plaine qui se trouve donc sur l'île du pays imaginaire et qui a la petite particularité d'être absolument terrifiante. L'Opicanoba fonctionne un peu comme Silent Hill. C'est un endroit qui matérialise toutes les peurs des gens qui la traversent. C'est même encore pire que Silent Hill en fait, parce que dans Silent Hill, il faut avoir la conscience lourde d'un crime pour que la ville se mette à vous attaquer. Alors que bon, vous pouvez être qui vous voulez, si vous allez dans l'Opicanoba, c'est un game over immédiat et sans appel directement. Voilà. On voit d'ailleurs des Indiens valeureux et des pirates sanguinaires se retrouver là-bas et se faire littéralement déchirer en deux en même pas 5 minutes. C'est dire l'ampleur du danger. Et évidemment, vous le devinez bien, Peter se retrouve au beau milieu de ce charmant endroit. Aussi, vous vous en doutez, la séquence choquante se trouve être la vision que lui envoie l'Opicanoba. Et je vous le dis tout de suite, je ne vous montrerai rien. Ma chaîne YouTube en dépend, voilà, j'ai pas envie de me faire straquer. Mais je vous le dis direct, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous décrire ce que voit Peter, donc que les oreilles chastes coupent la vidéo tout de suite. Voilà, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Alors en gros, Peter voit une vision de sa mère, enceinte de lui, qui, bien qu'elle soit gentille au début, devient complètement dingue et finit par, attention, arracher le fœtus de Peter de son ventre pour l'émasculer à coups de dents et étancher sa soif de sang de bébé. Alors voilà, bonne nuit, salut. Parce que, bon, au-delà de l'aspect extrêmement gore de cette scène, ce qui est intéressant, c'est le développement du personnage de Peter après cette scène complètement dingue. Et c'est là où on touche au génie de Loisel. Parce que on aurait pu juste arrêter au choc de la scène, hein, voilà, mais cette scène impacte toute la suite de l'histoire, car la réaction de Peter à cette vision est totalement différente de celle des autres, qui sont, comme je vous l'avais dit, terrorisés. Non, Peter, quand il voit cette vision, lui, il a pas peur. Il est foudrage, et c'est sa haine qui l'empêche de devenir fou. Ajoutez à cela le coup de génie dont je vous parlais tantôt, c'est-à-dire la théorie de Jack l'Éventreur. Alors rapidement, cette théorie stipule que, étant donné que l'histoire de Peter Pan se passe virtuellement durant l'ère victorienne, c'est-à-dire qu'au même moment que les meurtres de Jack l'Éventreur, que Peter sache voler et manier un couteau, il aurait fait un Jack l'Éventreur parfait. Ce qui expliquerait pourquoi personne ne l'a jamais attrapé vu qu'il est capable de voler. Et justement dans la BD, à chaque fois que Peter revient momentanément à Londres, il croise une des victimes du tueur en série Jack l'Éventreur, dont sa propre mère, qui finira donc par se faire éventrer par le malade. Et le truc c'est que dans ces moments-là, il y a toujours un personnage mystérieux, apparemment sujet à l'amnésie, qui traîne dans les parages. Donc, les scènes dans la BD sont quasiment toujours les mêmes. On voit Peter débarquer à Londres, c'est-à-dire avec Clochette, voilà. Il croise une prostituée, il l'insulte parce qu'il nourrit une haine des femmes adultes, des mamans potentielles, depuis les événements de l'Opicanoba. Ensuite, il y a le médecin louche qui les croise, et juste après, on voit la femme morte, avec Peter et le médecin qui déguerpissent des lieux sans qu'on comprenne grand-chose. Alors, on pourrait d'abord croire que c'est le médecin Jack l'Éventreur, mais il est aussi possible que Peter Pan soit en fait Jack l'Éventreur, et que le médecin louche que l'on voit au moment des meurtres, se soit lui-même convaincu qu'il était peut-être le meurtrier sans le savoir. Il serait logique que ce soit Peter qui ait tué ses femmes, donc poussé à la folie meurtrière par ses visions dans l'Opicanoba, mais on ne sait pas vraiment, et la réponse reste très vague, et il est évident que l'auteur lui-même nous laisse de la place pour interpréter à notre guise. Mais voilà, la raison pour laquelle je place la scène de l'Opicanoba en numéro 1 de ma liste n'est pas seulement parce que ça m'a marqué, mais surtout parce que cela permet un développement de personnage ultra original avec Peter, et nous pose à tous un mystère que nous ne sommes pas prêts de résoudre. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que pour les gens qui me suivent un peu, vous pouvez constater que j'essaie de tenter un peu différents formats, pour essayer de voir celui qui me va et tout. Dans cette vidéo par exemple, j'essaie de vous parler de plein d'œuvres différentes, voilà. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.